Bonjour, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec le décryptage d'un document très attendu, les messages clés publiés par Insurance Europe concernant la révision de la fameuse SFDR, la Sustainable Finance Disclosure Regulation. L'idée ici, c'est d'analyser de façon neutre et objective les retours techniques et les recommandations spécifiques formulées par l'industrie de l'assurance face aux récentes propositions de la Commission européenne. Alors, pour être parfaitement clair sur la provenance de ces informations, tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, les critiques, comme les propositions de solutions, est directement et exclusivement tiré du document de positionnement publié par Insurance Europe en mai 2026. L'objectif n'est absolument pas de prendre parti, mais de rapporter fidèlement la position de cette organisation. Ça permet de bien cerner les défis opérationnels tels qu'ils sont perçus par les acteurs du secteur. Le document s'articule autour de 5 grands axes qu'on va passer en revue. On a d'abord le contexte et la position globale, puis le traitement très débattu des obligations souveraines, la mécanique des produits multi-options, la question sensible des exclusions liées à la transition, et on terminera avec les enjeux de la mise en œuvre. Pour poser le décor, le document rappelle un chiffre macroéconomique qui donne le vertige. 9 500 milliards d'euros, c'est le montant total investi dans l'économie par les assureurs européens. Évidemment, ça souligne l'enjeu colossal que représente cette réglementation pour l'industrie. Une grande partie de cette manne financière est allouée aux obligations d'entreprises et souveraines, ce qui correspond tout à fait à un modèle économique de long terme. Et c'est justement ce poids financier qu'Insurance Europe met en avant pour légitimer ses demandes d'ajustement. Ce qui nous amène au premier point soulevé par la source, le besoin urgent d'établir une véritable stabilité juridique. Insurance Europe identifie un problème opérationnel majeur sur le terrain. L'organisation pointe du doigt, je cite, le fait que les Q&A fréquentes et l'évolution des attentes en matière de supervision ont créé une incertitude juridique et augmenté les coûts de conformité pour les assureurs. Le fardeau de la conformité est clairement identifié comme le moteur de leur mécontentement. En bref, les acteurs réclament un cadre beaucoup plus prévisible, tout simplement. Mais attention, tout n'est pas rejeté en bloc. La position officielle salue plusieurs éléments de la proposition de la Commission. Par exemple, la simplification du cadre de publication sur 2 pages et des catégories de produits plus claires sont très bien accueillies. Il y a aussi un soulagement notable concernant la suppression des exigences de publication au niveau de l'entité. L'argument ici, c'est que la directive CSRD fait déjà ce travail de reporting, donc on évite les doublons. La suppression des normes techniques, les fameux RTS, pour le principe Dono Significant Harm, est également perçue comme une vraie avancée pragmatique. Passons au deuxième grand volet de leur analyse qui concerne un actif vital pour les bilans, les obligations souveraines. Sur ce point, les exigences techniques sont particulièrement pointues. Le document rappelle que ces obligations souveraines sont fondamentales pour soutenir les passifs à long terme des assureurs. Or, face à l'absence actuelle de méthodologie robuste pour évaluer la durabilité des États, Insurance Europe met sur la table une solution radicale, la mise en place d'un mécanisme de retrait, un opt-out. Concrètement, cela permettrait de retirer ces obligations à la fois du numérateur et du dénominateur lors des calculs, à condition de publier clairement leur part dans le portefeuille. Et l'organisation va plus loin en mettant en garde contre le scénario d'une exclusion stricte imposée par le régulateur. Selon l'évaluation des risques cités par la source, forcer cette exclusion pourrait pousser les portefeuilles vers des allocations d'actifs plus risquées. L'argument des professionnels, c'est que cela modifierait mécaniquement et artificiellement les stratégies d'allocation d'actifs, augmentant ainsi le profil de risque global avec des répercussions in fine sur la protection des consommateurs. Un autre sujet très technique décortiqué dans ce document, c'est la structure des produits multi-options, les fameux MOP. L'analyse met en lumière une vraie friction conceptuelle dans la révision. Le constat dressé par Insurance Europe, c'est que le cadre proposé par la Commission reste principalement conçu pour des structures de type fonds de fonds. Face à cela, la demande explicite de l'organisation est d'appliquer la classification réglementaire directement au niveau de l'option d'investissement sous-jacente et non au niveau de l'enveloppe globale. La logique opérationnelle derrière cette demande est évidente pour les praticiens. Les allocations à l'intérieur des MOP évoluent constamment dans le temps. En ciblant l'option sous-jacente, le document affirme garantir une bien meilleure clarté et transparence pour le client final. Et pour aller au bout du raisonnement, la proposition est d'autoriser une classification au niveau du produit global uniquement si l'intégralité, c'est-à-dire 100% des options disponibles, sont elles-mêmes dûment catégorisées. On en vient au 4e axe, qui soulève la question épineuse des exclusions sectorielles et du financement de la transition macroéconomique. Ici, l'argumentaire s'attaque directement aux exclusions trop larges. L'organisation estime que bannir massivement des secteurs comme les services publics ou l'énergie entre en contradiction totale avec le concept de transition prévu par l'article 7. Le document plaide plutôt pour un alignement strict sur les critères des indices PAB et CTB pour éviter de créer des exigences inapplicables. Par ailleurs, on note une forte insistance pour que l'engagement actif, le fameux stewardship, soit officiellement reconnu comme un critère de catégorisation valide. D'autant que, toujours selon Insurance Europe, imposer ces exclusions soulève d'immenses défis de faisabilité opérationnelle.
Le document liste les murs auxquels le marché se heurte, des trous béants dans les données, particulièrement sur les émissions liées à l'électricité, un manque criant de métriques CO2 exhaustives et une absence flagrante de plans de transition standardisés et fiables. Pour la source, ces réalités du terrain limitent fortement l'application pratique des réglementations telles qu'elles sont proposées. Enfin, le dernier grand thème abordé concerne les calendriers de mise en œuvre et la phase critique de transition. Le rapport est très clair sur les risques associés à cette transition réglementaire. Le danger numéro 1 qui est pointé, c'est la déclassification à grande échelle. Si de nombreux produits durables existants perdent leur statut et se retrouvent non catégorisés, Insurance Europe prévient que cela minerait la confiance des consommateurs. Pour éviter ce scénario, l'organisation réclame une sécurité juridique absolue, garantissant une transition claire et sereine pour les produits déjà classés sous l'ancien régime. Pour verrouiller cette stabilité, le document pose une exigence de séquencement stricte. La proposition est formelle. Les amendements de niveau 1 ne doivent s'appliquer qu'à la condition expresse que les mesures de niveau 2 correspondantes soient déjà adoptées. Le message de la source est limpide, il ne faut aucun décalage ni vide réglementaire pendant le déploiement opérationnel. En fin de compte, ce que ce document dresse, c'est la liste des prérequis définis par Insurance Europe pour obtenir un cadre SFDR jugé juridiquement stable et viable par l'industrie. Qu'il s'agisse de la souplesse sur les obligations souveraines, de la refonte technique des MOPS ou encore de la synchronisation parfaite des niveaux réglementaires, ces positions reflètent très exactement les ajustements réclamés aujourd'hui par le secteur de l'assurance. Ce qui nous amène à une interrogation centrale pour conclure cette analyse, directement inspirée des craintes de la source. Si cet alignement strict entre les mesures de niveau 1 et de niveau 2 est finalement respecté, quel sera l'impact réel sur la planification et les délais de déploiement opérationnel pour les équipes de conformité et de gestion des risques? C'est une réflexion stratégique incontournable pour anticiper les prochains ajustements de la finance durable. Merci d'avoir suivi ce décryptage.